Bonjour à tous, je vous propose de commencer cet événement. Donc merci à tous d'être là pour ce troisième événement de notre cycle événementiel dédié aux nouvelles formes de travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle et robotisation, un sujet, donc les nouvelles technologies qu'on avait abordées lors de notre précédente conférence qui portait sur la plateformisation des métiers. Aujourd'hui, donc avec un nouveau panel, nous allons pouvoir approfondir cette thématique. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur ce lieu. Donc vous êtes ici à Léonard Paris, qui est la maison de l'innovation du groupe Vinci. Et donc, ce lieu se veut un lieu de réflexion et d'échange sur le futur des villes et des territoires. Donc, ces territoires se concrétisent notamment par un certain nombre de conférences comme celle-ci, mais aussi sur d'autres thématiques comme l'environnement ou encore, j'en profite pour faire un peu de pub, le 12 novembre prochain sur les jeux vidéo et la ville et les territoires. Alors, Léonard, c'est aussi des programmes d'innovation et une démarche prospective. C'est ce terme qui va nous intéresser ce soir, la prospective, puisque ce cycle événementiel vient nourrir une réflexion, démarche prospective que nous avons pour faire évoluer les pratiques et l'organisation du travail chez Vinci. Donc, tous les échanges que vous avez qui viendront vous enrichir, viendront aussi enrichir le groupe Vinci pour faire évoluer sa manière de fonctionner. Alors, à la fin de cette conférence, vous sera remis un petit livret qui viendra d'une petite quinzaine de pages. Merci beaucoup pour le travail réalisé et qui viendra donc apporter d'autres éclairages sur la thématique de ce soir. Où sera mis à disposition et sur notre site internet un livret par thématique. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à retourner sur notre site internet pour pouvoir accéder à ces livrets. Ils seront plutôt accessibles à la fin du mois. Donc, ceci étant dit, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, il y a une grosse tendance qui dit aujourd'hui que la moitié des emplois va disparaître dans les 10 prochaines années. C'est une tendance qui est plutôt confirmée par le World Economic Forum, qui nous indique notamment qu'aujourd'hui, 71% des tâches est exécutées par un homme contre 29% par des robots ou une intelligence artificielle. Le World Economic Forum annonce qu'en 2025, donc c'est-à-dire quand même demain, on va avoir un inversement des tendances avec 49% des tâches qui va être exécutées par l'homme et puis le reste du pourcentage restant par les machines et l'intelligence artificielle. Alors, on peut toujours remettre en cause les chiffres, il y a toujours des tendances qui vont être différentes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les nouvelles technologies sont là et vont impacter notre manière de faire et de s'organiser. C'est ce que l'on propose d'échanger, la thématique qu'on vous propose d'échanger ce soir. Donc, quelle va être la place de l'homme demain dans notre organisation par rapport à une intelligence artificielle qui va peut-être nous manager ou des robots qui vont carrément nous remplacer. Donc, nous aurons 2 tables rondes qui vont traiter de ces 2 thématiques. Je vous propose donc de commencer par notre première table ronde qui va porter sur l'intelligence artificielle et si demain elle va nous manager, avec deux femmes. Nous aurons une table ronde de femmes et une table ronde d'hommes. Voilà. Donc j'invite Anne-Sophie Castet, responsable développement et partenariat d'ADECO, et Isabelle Bérébi-Hoffmann, sociologue au CNAM, de venir me rejoindre pour cette première table ronde. Allez-y, je vous en peu importe. Au milieu. Alors, je vais commencer directement par vous, Anne-Sophie. Vous avez réalisé donc avec ADECO une étude avec Lab HO, une étude sur l'impact des nouvelles technologies sur le travail. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les tendances de cette étude et puis aussi savoir notamment si certains secteurs d'activité sont plus impactés que d'autres? Alors, ouais, c'est mieux. Ah, les femmes et la technologie, vraiment. Peut-être un mot sur le labo, c'est l'Observatoire de l'emploi du groupe ADECO. Donc, on a une plateforme de réflexion sur le futur du travail, le futur des RH, et on essaie de le faire à plusieurs parce qu'on pense qu'on n'a pas tous la solution. Donc, notre dernière étude a traité de l'orientation professionnelle, mais les 2 précédentes avaient pour objet l'impact des nouvelles technologies sur les formes d'emploi, les compétences, les métiers. Peut-être avant de répondre à votre question, je vais commencer par un biais un peu décalé par rapport à l'objet de la table ronde et puis à ce que je viens de vous dire sur l'objet de nos études, qui est que la digitalisation de l'économie n'est pas et de loin la seule tendance à impacter le travail. Il
faut pas oublier que la mondialisation est toujours plus intense avec des chaînes de valeur globales, des optimisations fiscales et sociales mondiales de plus en plus rapides et fortes, avec des impacts positifs et négatifs sur différentes régions du monde, que la transition démographique est aussi devant nous, d'ailleurs déjà là en Allemagne avec des changements vraiment très importants en termes de composition du marché du travail, de préférence entre biens de consommation et services, et puis surtout, quatrième tendance très forte, la transition climatique, qui est vraiment déjà là dans ses effets et beaucoup trop loin dans les réponses qu'on met en œuvre pour passer à une économie décarbonée. Je voulais quand même faire cette parenthèse, je sais que Léonard en parle beaucoup, mais là on va parler de gains de productivité, de gains de performance, de gains d'usage qui sont certes très importants, mais peut-être un petit peu moins important au regard des enjeux qui concernent notre planète et notre humanité. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire. Alors oui, cette quatrième révolution industrielle, elle est là et elle bouleverse tout, les compétences, les métiers, les modes d'organisation dans tous les secteurs d'activité. La première question qu'on se pose, c'est l'impact sur les volumes. Est-ce qu'il y aura demain moins d'emplois? Vous l'avez souligné. Alors, on a eu des études très alarmistes. En 2014, Roland Berger, 40% des emplois automatisables en 2025. On ne va pas faire une bataille de chiffres, mais les dernières, notamment celles de l'OCDE, disent plutôt 14% d'emplois automatisables d'ici 15-20 ans et 32% d'emplois très fortement impactés qui vont être amenés à changer dans les prochaines années. Donc c'est quand même massif, mais c'est moins alarmiste. On ne va pas être remplacé tout de suite par des robots. Est-ce que c'est une révolution schumpeterienne comme les autres, création, destruction d'emplois? On ne pensait pas avoir un BIM manager, un data scientist comme voisin de bureau il y a quelques années. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que la rapidité des changements n'a jamais été aussi grande, avec des injonctions à changer totalement, à se réorienter, à se réinventer très très fortes sur certains actifs. Et par ailleurs, tout le monde est touché, alors que les précédentes révolutions industrielles avaient plutôt touché des cols bleus. Là, les cols blancs, les comptables, les avocats, les médecins sont impactés aussi. Donc c'est plutôt la nature des tâches en fait qui est amenée à changer. Et là, pour le coup, dans tous les secteurs d'activité, la construction est peut-être moins touchée que le retail, la logistique auquel on pense évidemment. Deuxième impact très fort, mais je ne veux pas être trop longue, c'est sur la qualité du travail. Là, pour le coup, bien sûr, le CDI reste la norme, 85% des emplois en France, mais alors il perd du terrain avec l'avancée des formes d'emploi dites atypiques, c'est du temps partiel, des contrats très très courts. 70% des recrutements en France, c'est des contrats très courts, c'est-à-dire de moins d'un mois. Et puis ce nouvel essor du travail indépendant, que vous connaissez par cœur, et qui a plusieurs visages. Il y a le visage plutôt souriant du freelance, très qualifié, qui peut faire le choix de son indépendance, qui est plutôt bien rémunéré, dans des métiers à fort contenu intellectuel. Et puis ce visage quand même moins souriant, qui maintenant est bien documenté dans la presse, de l'ubérisation, qui n'a de travailleur indépendant que le nom, hein, puisqu'il n'est ni tout à fait salarié, ni totalement indépendant, ni bien rémunéré, ni du tout protégé. Donc, sur la qualité du travail, on a un vrai souci à se faire. Je ne suis pas en train de faire un tableau noir des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est nous qui les faisons. Donc, c'est nous qui décidons l'impact que ça a sur nos organisations. Il y a quand même des risques sur certaines régions, certains métiers, surtout les bas niveaux de qualification, avec ce phénomène de polarisation du marché du travail qu'on voit, c'est-à-dire une hausse de la part de l'emploi peu qualifié, une hausse des emplois très qualifiés, puis au milieu, tous les emplois intermédiaires, tout ce qui est en fait routinier, que ce soit de l'ordre manuel ou intellectuel, qui disparaît. C'est très très net dans les chiffres. Bruno Palier, politologue à Sciences Po, dit cette phrase assez dure mais réaliste. On est une société de cerveau qui fait appel à des servants. Et c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Donc, premier risque, la polarisation. Deuxième risque, c'est la baisse des protections sociales qui était liée au CDI et qui maintenant, avec les nouvelles formes d'emploi, ne sont plus là. Le troisième, on le disait en aparté, c'est la place des femmes dans ce monde, puisque leur part dans les métiers de demain et d'aujourd'hui, les métiers du numérique, a baissé depuis 30 ans. Donc ça veut dire qu'elles ne seront pas dans les métiers qui comptent demain et puis qu'elles seront pas... Enfin, que le monde de demain va être inventé
par des hommes, et pardon, pour des hommes. Voilà, donc il y a quand même on est dans une zone de turbulence. Vos collègues du CNAM, je crois, ont parlé de zone grise, et j'aime bien zone grise de l'emploi, qui est à la fois une zone de non-droit et une zone de créativité. C'est-à-dire que est-ce que cette horizontalité des façons de travailler, est-ce que c'est cette dématérialisation, cette indépendance, elle correspond vraiment à des aspirations des jeunes et des moins jeunes, ou est-ce que c'est plutôt le nouveau visage d'une taylorisation digitale avec des nouveaux risques psychosociaux? Voilà, on ne sait pas trop, mais je vous ai fait en tout cas un portrait trop rapide des risques en présence. Rapide, mais qu'on sera très certainement amené à approfondir au cours de cette table ronde. Je m'oriente vers vous, peut-être pour apporter un autre éclairage, en effet, c'est la petite zapette. Un autre éclairage, enfin, plus un focus sur l'intelligence artificielle, parce que là, il y a un panorama global qui a été présenté. Et là, je vous donne la parole peut-être pour faire un focus plus sur l'impact de l'intelligence artificielle. Oui, alors moi je vais parler à partir d'une enquête récente. J'ai passé 2 ans au MIT et à Harvard dans des laboratoires d'intelligence artificielle, à participer à des hackathons et à travailler avec des machine learners, c'est-à-dire des gens qui construisent ce qu'on appelle des algorithmes apprenants. Donc mon but, je suis sociologue du travail, des organisations, c'était de comprendre en fait quelles étaient les logiques à l'œuvre dans des procédés qui étaient amenés à décider. Prendre des décisions de recrutement, prendre des décisions d'attribution de droits dans la ville de New York, c'est déjà en place, l'attribution de droits sociaux, des décisions d'assurance, de santé. Donc il y a des groupes de santé aujourd'hui qui négocient des contrats avec les entreprises françaises sur des formes de quantification volontaire des individus pour faire baisser les contrats. Donc je me suis intéressée en fait aux acteurs qui fabriquent l'intelligence artificielle aujourd'hui et aux contre-pouvoirs, aux régulations possibles. Donc je vais juste donner quelques images et quelques définitions pour essayer de répondre d'abord à une première question, c'est pourquoi on en parle. Après tout, ça fait depuis les années 80 qu'on a de l'informatique, des logiciels de gestion qui s'occupent de la paye, qui s'occupe de la gestion. On a eu SAP, on a eu des vagues d'informatisation, de digitalisation, mais ça fait quasiment 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à une quantification du travail, des indicateurs qui sont devenus de plus en plus individuels pour mesurer les performances, le temps, à court terme, en même temps qu'un capitalisme financier, etc. On connaît tout ça dans les évolutions du travail, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Or, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est ça sur lequel je voudrais insister. Pour ça, il faut rentrer dans les définitions de l'intelligence artificielle. En fait, on en parle depuis 2013. Le premier rapport, c'était Osborne et Frey, qui disait effectivement 47% des emplois vont disparaître. Mais ce qui s'est passé plus exactement, c'est qu'en fait, à partir de 2015-2016, les pouvoirs publics, Obama, la Chine, les gouvernements ont commencé à se dire qu'il y avait là un marché où ceux qui contrôleraient l'intelligence artificielle contrôleraient l'économie de demain. Donc à la Maison-Blanche, il y a une grosse conférence en 2016 où on essaie de définir les sous-champs et les secteurs de développement. Ils sont là, derrière moi. Donc la première chose à comprendre, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses différentes. On parle de data science, c'est-à-dire les big data. Donc c'est de la gestion de données, mais elle peut être statistique, sans algorithme apprenant, spécifiquement, mais avec de la gestion de grandes données. On parle d'automation, c'est-à-dire l'Internet, la réalité augmentée, l'Internet des objets. Dans les voitures, on a aujourd'hui de l'informatique intelligente. Ça peut être du machine learning, et c'est de ça dont moi je vais parler sur l'impact sur le travail tout de suite, ou ça peut être de la robotique, la voiture, les drones, la voiture qui conduit toute seule, etc. Donc on a eu des phases, en fait, depuis 2015. D'abord la voiture, ensuite on est passé de la robotique, de la peur de la robotique, à la peur des big data, à la peur de l'Internet augmenté, du transhumanisme. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2015, sur l'intelligence artificielle, on fonctionne sur chaque sous-champ en utopie ou dystopie, c'est-à-dire par rapport à des gros risques et des grands peurs. Mais pas à partir des acteurs de la réalité, puisque finalement, c'est déjà là. On utilise Siri, on utilise la quantification de soi, on a déjà des usages économiques dans les mondes du travail.
Ça, c'était mon premier point sur les définitions. Le deuxième point, c'est qu'en fait, si je vais très vite, parce que je ne vais pas passer trop de temps, oui. Alors, si je vais très vite, c'est qu'on a une rupture quand même avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les algorithmes apprenants, le machine learning. C'est qu'en fait, par rapport à l'informatique qu'on avait avant, les logiciels de gestion, qui étaient de l'aide à la décision, on sort d'un raisonnement d'information à un raisonnement de décision, ce qu'on appelle la raison automatique. C'est-à-dire que l'algorithme apprenant peut prendre des décisions orientées. Et ça, c'est très nouveau et ça pose des questions intellectuelles, sociales, à toutes les démocraties sociales. Parce que quand Bill de Masio, maire de New York, achète un logiciel apprenant, il ne sait pas au début que le logiciel va attribuer les droits sociaux avec des biais. Parce qu'en attribuant des risques différents aux Noirs, etc. Tout d'un coup, il y a des jeunes femmes, Meredith Whitaker de Google, Dana Boyd, etc., qui attirent leur attention en disant « mais vous êtes en train d'éliminer des droits sociaux toute une partie de la population à cause des biais des données ». Et là, il va embaucher donc, cette AI Institute pour essayer de contrôler les algorithmes. Donc toute la question qui est en train de se passer, c'est qui fait usage de ces algorithmes, comment ils sont construits, avec quels risques, et le transfert de décision se fait à qui et comment. Or, ce transfert de pouvoir de décision, il intervient à tous les niveaux, y compris lorsqu'un chargé de clientèle chez Orange confie son agenda et la gestion de ses rendez-vous, ses prises de rendez-vous à un petit algorithme de gestion du temps. Donc la question, ou qu'un radiologue va consulter de la reconnaissance visuelle sur ses radios. Parce que finalement, on est dans un moment où on apprend, où on essaie de concevoir comment on va travailler avec ces algorithmes. Et pour l'instant, tous les acteurs sociaux ne sont pas sur le ring en train de négocier ou de réguler le co-usage ou la co-construction de la décision. Donc voilà l'enjeu pour la sociologue que je suis. C'est pour ça que les démocraties sociales en parlent tant, parce que ça peut non seulement faire disparaître des emplois, mais ça peut aussi transférer toute une série de décisions économiques, depuis le recrutement jusqu'à le contenu de l'emploi, jusqu'au licenciement, puisque le logiciel de recrutement d'Amazon licencie automatiquement, suivant des fautes, la ponctualité, etc. Aujourd'hui, toute une série de décisions à quelques entités que sont les GAFAM ou IBM Watson ou ceux qui conçoivent aujourd'hui la plupart des algorithmes intelligents. Voilà le premier point, on va peut-être rediscuter d'autres points après. Merci beaucoup pour cet éclairage que vous apportez et ce point important sur la prise de décision qu'une intelligence artificielle va pouvoir nous aider à prendre. Peut-être pour faire un focus sur justement l'impact de ces intelligences artificielles qui vont prendre le devant sur les prises de décision. Dans votre étude, on voit la tendance vous pointez sur la fonction des DRH qui sont presque prêts à disparaître, si je puis dire, par rapport à ces impacts de ces nouvelles technologies. Et donc derrière, c'est des technologies qui vont décider à notre place des profils à recruter. Donc c'est un premier pas de prise de décision à notre place humain dans l'organisation. Est-ce que vous pourriez apporter un éclairage là-dessus ? Oui, alors il n'y a pas de raison que les RH ne soient pas disruptés, pour reprendre le mot à la mode. Et dans le grand supermarché des applications, le rayon RH est vraiment très bien doté. Il y a plusieurs tendances. Alors, je parle, pour rester sur des définitions, je ne parle pas forcément d'intelligence artificielle, mais d'impact des technologies numériques au sens large. Je vais me focaliser plutôt sur le recrutement, d'une part parce que c'est ce qu'on connaît le mieux chez Adecco, et d'autre part parce que c'est l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu parler de guerre des talents. Ce qu'on voit, c'est que la révolution des usages, elle est là. Enfin, le recrutement, il est digital et mobile aujourd'hui, qu'il y a des avancées plein de guillemets, des portes ouvertes sur tout ce qui est préqualification des candidatures et sur
le recrutement prédictif, encore une fois, plein de guillemets et de prudence dans tout ça. Sur le recrutement digital et mobile, un candidat sur 2 utilise un smartphone aujourd'hui pour candidater. Il n'y avait pas de raison que ça n'arrive pas. On fait nos courses, on prend nos billets d'avion, de train sur téléphone, on candidate par téléphone. Donc ça, c'est un point. Ça permet quand même de gérer les viviers de candidature de manière beaucoup plus fluide qu'avant, parce que vous savez que le premier canal de recrutement en France, c'est encore la candidature spontanée. Donc le DRH devient animateur de communauté, peut garder sous le coude des candidats intéressants pour lesquels il n'a pas d'emploi tout de suite. Et puis, il y a le marketing digital qui est arrivé. Vous savez, cette pub que vous avez pour le canapé lit que vous avez déjà acheté, qui reste pendant 6 mois sur votre page Gmail, et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de marketing digital qui peuvent vous mettre la bonne annonce au bon endroit parce que vous êtes allé voir telle offre d'emploi. Sur la préqualification, c'est aussi, pour nous, c'est très utile, nous qui faisons des recrutements volumiques, parce que, en gros, on a développé des chatbots, des voicebots, certains concurrents ont même des avatars qui permettent de poser ces questions filtres de départ, surtout là où les job boards ne nous permettent pas de trouver des candidats un peu atypiques. J'ai un exemple, une société de domotique qui a besoin de faire du conseil en téléservice. Ils ont besoin de gens hyper spécialisés, il faut que j'aille plus vite, non, de gens hyper spécialisés en technique, mais qui ont envie d'être dans un centre de téléappel. Ça, quand vous tapez sur un job board téléappel, vous avez des commerciaux, et quand vous tapez technicien électronicien, vous avez un technicien électricien qui veut faire du terrain. Il n'y a pas écrit « oui, mais j'en ai ras-le-bol » ou « oui, mais je suis un super amateur de bricolage ». Et donc pour ça, les chatbots, les voicebots permettent de poser des questions là où nous, on devait appeler 100 personnes pour en avoir 3. La réalité augmentée, la réalité virtuelle permet aussi de faire des grandes avancées pour s'immerger dans un emploi. Il y a un moment où on n'a pas des candidats qui ont eu la même expérience pour faire le même emploi parce qu'on est obligé et c'est très bien, d'élargir les vannes et d'aller chercher plus loin dans les viviers. Et un casque de réalité virtuelle, ça vous permet de vous transporter dans un entrepôt logistique, par exemple, bien mieux qu'un RH qui vous explique ce que c'est. Et on a vu pour certaines boîtes que ça faisait baisser le taux de turnover de manière assez drastique. Il y a aussi tout ce qui est test cognitif et gamification qui permettent des préqualifications intéressantes. En termes de recrutement prédictif, j'aime pas le terme, on le voit plus sur tout ce qui est mobilité interne, c'est-à-dire des startups qui ont ingurgité des millions et des millions de CV et qui peuvent vous dire, voilà, il y a tel et tel parcours et avec votre parcours, vous pourriez faire ça. Très réducteur, parce que on est plus, surtout aujourd'hui où on change énormément de trajectoire professionnelle, on n'est pas obligé de se baser sur le passé pour décider notre orientation professionnelle. Mais enfin, en termes de mobilité interne, on voit apparaître une sorte de GPEC un peu plus intelligente qu'avant. Et puis alors, la dernière frontière là en ce moment, c'est quand même tout ce qui est screening facial par la vidéo, et on vous détecte les mimiques, l'intonation, le choix du vocabulaire pour savoir si vous êtes le bon candidat. Je crois qu'Unilever a entièrement fait son process de préqualification comme ça. Nous, on estime que c'est des choses pas du tout étalonnées, pas du tout scientifiquement prouvées. Et on n'y va pas pour l'instant, mais sachez que ça existe. Alors, dans tout ça, on reprendra, je pense, toutes vos précautions. Nous, on voit ça plutôt comme un moyen d'être plus efficace et d'être plus humain, de faire mieux notre travail d'humain, c'est-à-dire d'aller chercher la motivation de la personne, d'aller chercher une orientation professionnelle, de faire mieux nos compétences humaines et de nous soulager en termes administratifs. Mais je suis consciente que ça pose plein d'autres questions. Donc on peut voir en effet, à moins que vous vouliez rebondir, mais on peut voir en effet que ces outils vont permettre d'être beaucoup plus efficaces. Donc on se laisse un petit peu embarquer par ces nouvelles technologies. En même temps, j'entends dans votre précédente intervention cette question par rapport à la prise de décision, quand même que les choses ont l'air quand même pas mal avancées, que les technologies avancent vite. Donc on peut sentir un peu un décalage entre cette technologie qui avance et les sociétés actuelles qui sont encore un peu dans leur mouvement habituel et donc peut-être qui n'ont pas encore intégré dans leur processus toute cette technologie et ces risques d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être vous pouvez nous apporter un éclairage par rapport à votre démarche aux États-Unis qui sont peut-être plus avancés sur le sujet que chez nous. C'est une question. Alors, il y a plusieurs façons d'entrer sur la question des RH et de ce qui peut se passer. Moi, j'en vois au moins 3. Je vais juste voir
Ça, c'était juste pour montrer qu'en fait, à partir de 2016, il y a une explosion des rapports sur les futurs du travail et IA. Mais il y a une association de DRH et de déontologues mondiale qui s'appelle Ethics and Compliance Initiatives. C'est celle qui rapporte au Congrès sur les problèmes éthiques, notamment que peut poser l'intelligence artificielle. Donc, il y a une première chose qui est que depuis 2016, tous les rapports annuels de cette association de déontologues, il y a des Français qui participent, ce sont des professionnels de la RH qui se réunissent tous pour réfléchir ensemble sur les enjeux futurs. Depuis 2016, tous leurs sujets sont sur, effectivement, les risques éthiques et les indicateurs qu'il faudrait mettre en place par rapport à des usages des données. Pas seulement de l'intelligence artificielle, mais des données des salariés. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, IBM qui fabriquait des mainframes s'est mis tout d'un coup à se transformer en société de services et ensuite de services financiers. Aujourd'hui, il y a toute une série d'entreprises qui se rendent compte qu'en vendant les données de leurs 120 000 employés ou de leurs 80 000 employés, ils feraient plus d'argent qu'en continuant à produire. Donc on a un problème de structure d'évolution des marchés, de l'économie des données qui rentre en conflit avec l'économie productive, la vieille société industrielle, mais pas seulement, qui peut ouvrir une tentation pour des sociétés en difficulté, etc. Donc, dans ces associations, on réfléchit quelles garanties il faut en droit, mais aussi par rapport au RH, en déontologie, etc. Donc on sait qu'il y a déjà la possibilité pour les employeurs dans beaucoup de pays du monde de lire les mails, de regarder toute une série de données privées, mais aujourd'hui on peut aussi vendre les données personnelles. Et par exemple aux États-Unis, c'est pas illégal. Donc ça c'est une première façon de répondre. Une deuxième façon de répondre, ça c'est une étude qui a été faite par le groupe Malakoff-Médéric en 2018 et puis le groupe BCG, c'est de se mettre à faire pour les RH une division fine, non pas des emplois qui vont disparaître, mais des tâches qui vont disparaître. Donc on descend en granularité. C'est toujours le cas avec le machine learning. On descend toujours en granularité. Pour vous donner une idée quand même de pourquoi on arrive à descendre sur des variables plus fines, plusieurs d'entre vous, je suppose, ont Netflix. Netflix, lorsqu'il vous fait des recommandations, il le fait sur 70 000 critères par rapport à vos goûts. Les CSP, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent les statistiques par rapport aux classes sociales et aux catégories socio-professionnelles, c'est 9 critères. Ça veut dire que la façon dont on calcule la société est en train de changer radicalement. Donc ça peut impacter des métiers de gestion des ressources humaines également. C'est la deuxième façon, c'est-à-dire on va peut-être descendre sur désir d'enfant, fait de la voile, regarde telle série chez Netflix, 70 000 critères, c'est possible sur la gestion des ressources humaines et sur la définition des tâches. Donc ce que vous avez derrière, c'est qu'en fait, l'impact sur l'emploi et sur le travail, il peut se faire d'au moins 3 façons. Par le remplacement pur et simple, c'est de ça dont on parle tout le temps, mais ça cache, à chaque fois sur l'intelligence artificielle, on arrête toujours le raisonnement avec un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire avec des peurs, les dystopies. Donc, alors que derrière, il y a une réalité beaucoup plus complexe. Et notamment, peut-être que les radiologues vont disparaître, peut-être que les comptables vont disparaître, mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui vont coexister avec des tâches qui vont sous-traiter l'intelligence artificielle ou que l'intelligence artificielle va leur sous-traiter. Donc toute la question, c'est l'équilibre de cette division du travail humaine et non humaine. Et c'est de la division du travail, c'est de la même chose qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire comment on organise la division du travail. Et la troisième façon, c'est la question éthique aussi. Donc, juste une remarque, vous avez des gens dans la rue aux États-Unis aujourd'hui, parce que vous me parliez des États-Unis. Le 1er novembre 2008,
vous aviez 20 000 travailleurs de Google qui organisaient non pas une manifestation, on ne parle pas de manifestation aux États-Unis dans la Silicon Valley, mais un walk-out. C'est-à-dire on quitte le travail et on va marcher devant le siège. Donc à 11h10, le 1er novembre, il y a un an, donc exactement, vous avez 20 000 travailleuses, en fait, à la suite du mouvement MeToo, qui sont allées manifester en disant « on ne veut plus la politique de Google ». Il y avait eu le projet Maven. Maven, c'était un projet où les algorithmes intelligents étaient vendus à l'armée pour développer des drones tueurs. Vous connaissez le slogan de Google, ne pas faire le mal, faire le bien ou d'abord, ne pas faire le mal ensuite, ou l'inverse. Donc les gens, les salariés se sont sentis trahis. De ce mouvement, vous avez le mouvement, la Tech Workers Coalition, qui s'est construit. Dans le monde entier, ça s'est répandu comme une traînée de poudre depuis un an. Aujourd'hui, il y a des syndicats à la Silicon Valley. C'est la première fois depuis les débuts de la Silicon Valley. Il y en a à Pittsburgh. C'est sur des questions comme le climat, la vente de matériel à ICE, qui est les camps de migrants aux États-Unis dans la politique de Trump, sur des questions éthiques à chaque fois. Vous avez des mouvements sociaux de travailleurs qui sont des contre-pouvoirs, qui infléchissent les GAFAM aujourd'hui et leur politique, mais pas sur les conditions de travail, ça suit ensuite, mais sur des questions éthiques fondamentales. Donc, troisième remarque pour les DRH et la RH, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des mouvements sociaux qui risquent d'arriver très fortement aussi aujourd'hui. On a vu le MeToo hier avec la prise de parole sur Mediapart de Ariane, j'ai oublié son nom, de l'actrice, voilà, qui était extrêmement puissant. Donc on est dans un moment de globalisation, pas seulement de l'économie, mais aussi de la prise de parole et des contre-pouvoirs sociaux. Donc moi j'ai étudié les mouvements hackers, les mouvements makers, on voit très bien que c'est transnational. Ici il y a des makerspaces, dans les entreprises on voit très bien que tout ça se diffuse très vite, pas seulement à cause des réseaux sociaux. Donc on est aujourd'hui aussi dans une sensibilité des travailleurs sur des questions éthiques qui peuvent toucher à l'intelligence artificielle aussi. Voilà les trois façons que je vois. Là, c'est un sujet passionnant que vous voulez rebondir peut-être ? Oui, moi je voulais rebondir sur tout ce que vous dites et c'est même pas de la prospective, c'est vraiment là devant nous et on le voit. Après, nous, quand on descend au niveau RH, on a interrogé des DRH, des dirigeants, des managers. À la fois, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire ils disent à 90% oui, il va y avoir un impact sur mon activité des évolutions technologiques. Mais alors, en termes d'anticipation, de préparation, de réponse, on n'est pas du tout au niveau. Enfin, il y en a plus de la moitié qui soit ont rien fait, soit commencent à peine à réfléchir. Et puis, en fait, quand on regarde ce qu'ils connaissent des nouvelles technologies, ils pensent à dématérialisation beaucoup, à un peu automatisation, mais après intelligence artificielle, robotisation, c'est déjà vraiment sous les radars. Et en termes de réponses à apporter, je réagis à la granularité qui est possible maintenant d'avoir. On est plutôt sur des réponses, alors plutôt investissement dans le capital humain que licenciement. C'est rassurant, 25% évoquent des licenciements, mais 90% pensent faire monter en compétence leurs équipes. Mais voilà, on n'est pas sur de la GPEC augmentée, on n'est pas sur des référentiels métiers augmentés. Donc à la fois une prise de conscience, mais peu d'anticipation et peu d'action. Et côté actif, alors là, la prise de conscience, elle n'y est pas. On a un observatoire des trajectoires professionnelles et 80% des actifs pensent qu'il n'y aura pas ou peu d'impact des technologies sur leur activité. Et les 20% qui pensent qu'il y aura un impact, ils sont en fait déjà dedans. Et quand on regarde les catégories socio-professionnelles les moins qualifiées et les seniors, donc ceux qui a priori sont le plus à risque, entre guillemets, ils sont encore moins conscients. Et donc cette absence de prise de conscience ajoutée à deux chiffres, seulement 40% des actifs en France suivent une formation professionnelle et on a un actif sur deux qui a une maîtrise complexe du numérique, ça veut dire qu'on a un gros travail de formation tout au long de la vie. C'est passionnant. On peut aussi espérer, parce que là on sent avec l'exemple que vous avez cité, qu'il y aura une sorte d'autorégulation qui va s'installer.
énonciez que voilà, il y a une division, un équilibre à trouver entre le travail, les tâches réalisées par une intelligence artificielle et les tâches faites par l'humain, que c'était déjà des questions qu'on avait au 19e siècle. On peut voir aussi qu'il y a, on va dire, la masse, la population qui se soulève, donc pour peut-être aider aussi les entreprises à prendre conscience et réagir par rapport à cette prise de conscience des entreprises. Donc on peut espérer peut-être qu'il y aura une autorégulation qui va se faire dans les prochaines années, un équilibre tout seul qui va se retrouver, ou pas du tout, on est plutôt dans une troisième révolution industrielle, si on peut dire, qui nous attend. Alors moi je ne suis pas futurologue, mais je vais citer vous aviez raison quand vous parliez de rapidité des transformations. Donc, la reconnaissance faciale, les progrès, c'est 2015-2017, on ne s'y attendait pas. Tout d'un coup, ça marche. Et puis la Chine s'en équipe partout avec du crédit social qui est basé là-dessus. Donc en fait, il y a une rapidité de montée. Mais je vais vous citer sur la régulation, il faut regarder ce qui se passe en Europe. L'Allemagne est en première ligne, en fait. IG Metall, le syndicat allemand, a créé un syndicat crowd pour les crowd workers qui est transnational, parce qu'on ne peut pas répondre par une régulation nationale. On ne peut pas répondre par une régulation locale. C'est pour ça que les entreprises sont intéressantes et que ça m'intéresse ce que vous faites ici. Ça doit se faire de façon transnationale. Parce qu'en fait, et transnational, c'est pas global, c'est pas mondial. C'est un espace transverse par secteur. Donc il y a des régulations qui sont en train d'arriver. Pour Uber, c'est en train de se faire. Pour l'ubérisation, pour les crowd workers, c'est en train de se faire. L'Europe a des régulations. Mais pour la privacy, la surveillance, c'est pas fait. Et pour d'autres questions, ça reste en suspens. Donc, je vous donnerai juste une petite anecdote. Au South-Southwest, qui est le grand festival de technologie de Austin aux États-Unis, en 2016, il y a Chelsea Manning de Wikileaks, cette hackeuse qui a donc transmis toute une série de documents par Wikileaks, qui était en prison, qui vient de sortir. Il y a Obama dans la salle. Elle ouvre le festival et sa première phrase, c'est « Régulez-nous ». On parle de la hackeuse de Wikileaks, qui est le summum de la philosophie libertarienne, c'est-à-dire zéro État, zéro régulation. Tout doit être transparent. Elle dit « il faut nous réguler ». Ça a fait un choc. Il y a une rupture dans le discours des machine learners, c'est-à-dire des professionnels de l'informatique qui construisent des algorithmes en disant on ne peut pas continuer tout seul. Il y a des usages qui nous dépassent, donc ça a été Maven chez Google, etc. Nous, on veut changer le monde, certes, on est là pour changer le monde, pour résoudre les problèmes, la faim dans le monde, etc. Mais là, ça nous dépasse parce que les usages qui sont faits des algorithmes nous dépassent. Donc on n'y est pas à la régulation. On y est pour des usages qui sont locaux, captifs. Uber a besoin de chauffeurs locaux. On y est pour tout ce qui est matériellement, localement situé. Austin peut mettre Uber dehors. New York peut les obliger à collaborer, ou Londres, avec les chauffeurs de taxi réguliers. On peut réguler au niveau local. Et sur le reste, on n'a pas construit les infrastructures pour ça encore. Je crois assez peu à l'autorégulation. Enfin, quand même, les grosses boîtes se dotent de comités éthiques et c'est déjà bien. Ethic for... je ne sais plus comment ça s'appelle, l'association internationale éthique... Voilà, Ethics and Compliance Initiative est très intéressant. Elle a une duplication en France avec Impact AI, mais clairement, ça ne suffit pas. Sur les protections sociales, si les syndicats ne s'emparent pas du sujet, et en France, ils sont en train de le faire, mais il faut passer à une échelle autre. Je suis d'accord avec vous. Et puis, on a pu croire ou faire croire que les algorithmes, finalement, étaient plus neutres que l'humain, parce que dans le recrutement, on est les pros des biais de sélection, hein. Je veux dire, on a quand même 2,5 fois moins de chances d'avoir un emploi à diplôme égal quand on a un nom issu de la diversité.
je l'ai très mal dit, enfin bref, un nom pas de français de souche, ou quand on est issu d'un quartier populaire. Donc voilà, les biais de recrutement, ils existent. On a pu faire croire que les algorithmes étaient neutres, c'est pas vrai. Les algorithmes, déjà, c'est construit par des humains qui ont des biais, et puis c'est basé sur le passé, l'apprentissage du passé, qui est le reflet de notre société inégalitaire. Donc voilà, Amazon d'ailleurs, alors a un peu revu sa copie, mais vous avez sans doute entendu parler du fait que il screenait, et puis dans la logistique, c'est pas un grand secret, il y a plus d'hommes que de femmes, donc du coup, dès qu'ils voyaient un CV de femme, il était noté négativement. Donc ils se sont rendus compte au bout d'un moment que c'était quand même un biais important. Donc il y a ce biais-là, et puis il y a le phénomène black box que vous décrivez, qui fait qu'on ne sait pas. Donc aujourd'hui, les logiciels et les applis qui sont vendus, soit c'est du sur-mesure, mais alors faut vraiment rentrer dedans pour comprendre ce qu'on nous vend, soit c'est des logiciels mainstream, et le vendeur va pas vous expliquer ce qu'il y a dans l'algorithme. Donc ouais, il y a des vrais risques sur cette IA liée au RH, la protection des données en est un, et je pense que la régulation par les États ou un niveau transnational est vraiment la seule solution. C'est un sujet passionnant, la fracture sociale et la discrimination sociale aussi que vous soulevez, ça serait encore une table ronde à part entière. Comme on est short en temps, je vais plutôt me retourner vers la salle qui doit sûrement avoir des questions sur ce sujet fort intéressant. Donc, est-ce que vous auriez des questions pour nos intervenantes? Toujours le rôle de la première question qui est toujours la plus difficile. Yes. Oui, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les algorithmes, de ce que j'ai cru comprendre, on n'était pas capable en fait de les comprendre, de comment est-ce qu'ils prenaient leurs décisions. Donc si on n'est pas capable de comprendre, comment est-ce qu'on peut réguler? Alors, peut-être prendre d'autres questions dans la salle, comme ça on fait une réponse globale. Il faut juste pas en prendre trop, parce que là, le temps peut-être que d'autres questions émergent, on va peut-être pouvoir répondre à celle-ci. oui. Alors, je vais juste revenir là-dessus. Ce à quoi vous faites référence, c'est l'inflexion vers le deep learning. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, je garde le micro en face. À un moment donné, on s'est rendu compte que, à cause de la puissance des ordinateurs qui augmentait, des reconnaissances faciales, etc., une espèce de raisonnement par induction, c'est-à-dire pas avec des modèles mathématiques d'apprentissage en amont, mais en laissant la machine effectivement décider et combler les trous, etc., marchait. Ça a été une surprise dans le champ. Je vous renvoie par exemple à un article de Dominique Cardon qui raconte cette histoire très bien. Et ça a été une rupture, donc on ne sait pas expliquer parce que ce sont des boîtes noires. C'est le fonctionnement neuronal avec donc comme le cerveau par des connexions successives. Alors, ça ne veut pas dire que... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, effectivement, la question s'est faite de dire les discriminations qu'on a, les problèmes de régulation, c'est lié à la qualité des données qu'on donne au début. Donc, l'idée de la régulation est passée sur les données. Pour vous donner un exemple... vous connaissez, je ne sais pas en fait dans quelle mesure tout le monde connaît les exemples que je cite, mais vous connaissez le cas de Joy Buolamwini, qui était une étudiante au MIT, au Media Lab, et qui entraînait l'intelligence artificielle. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème, que l'intelligence ne la reconnaissait pas. Elle s'est mise à porter un masque blanc, parce qu'il y avait un défaut sur la reconnaissance des visages noirs. Foncé. Vous connaissez cette histoire, elle a circulé dans tous les journaux, et en fait, on s'est rendu compte que pourquoi elle n'était pas reconnue? Parce que dans les données, il n'y avait que des visages blancs. Il y avait très peu de visages noirs. Donc tout d'un coup, on s'est dit, c'est pas les algorithmes qui ont des biais. C'est pas, on ne va pas contrôler l'algorithme, de toute façon, on ne peut pas, ce que vous dites, on va contrôler la qualité des données. Mais là, donc, tout d'un coup, c'est Al Paldin, par exemple, qui a écrit ce manuel Machine Learning au MIT, qui dit, tout d'un coup, on ne construisait plus des programmes. Quand arrivait le Deep Learning, on n'était plus informaticien en construisant des programmes. On s'est transformé, notre métier a radicalement changé du jour au lendemain. On a construit des bases de données.
Et donc, l'idée de la qualité des bases de données, la régulation s'est poussée vers là. Donc, c'est tout le thème de la fairness, l'équité des algorithmes. Fairness, transparency et equity des algorithmes. Il y a eu des conférences à partir de 2018 là-dessus. Néanmoins, les gens qui construisent les programmes disent on n'y arrive pas tout seul. Parce qu'on ne se comprend pas, en fait, ce que c'est. On a besoin des social scientists. On a besoin de comprendre ça veut dire quoi discriminer. Est-ce que, par exemple, l'âge du permis de conduire, c'est discriminant? Si vous êtes plus jeune que l'âge pour avoir votre permis de 18 ans, ben vous n'avez pas le droit de l'avoir. C'est de la discrimination. Quelle différence il y a entre ça et la discrimination des données pour pouvoir contrôler les décisions qui sont prises? Alors, donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que vous avez des grands congrès, Machine Learners and Social Scientists, pour essayer de construire l'éthique des algorithmes. Il y a plusieurs branches. Il y a des gens qui disent on va mettre un petit bout de logiciel dans l'algorithme qui va essayer de contrôler la qualité des données. Donc, on va informatiser le contrôle. Et puis, il y en a d'autres qui disent en fait, il faut des femmes. C'est AI Institute. Il faut de la diversité parce que tant qu'on n'aura pas Joy Buolamwini pour vérifier, eh bien, les logiciels, les données ne seront jamais suffisantes. Donc, je ne sais pas si je vous réponds, mais en fait, on est en train de construire des critères de contrôle, malgré, parce qu'encore une fois, et ça, je voudrais insister là-dessus, ce n'est pas la technologie qui décide. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe qu'on ne peut pas réguler et ce qui rentre dans la machine, et les usages, et les décisions avec des contre-pouvoirs. Et c'est ça qui est en train de s'inventer aujourd'hui avec différents acteurs. Et ça s'invente plus aux États-Unis que chez nous, parce que je crois que les formations éthiques et IA ne sont pas du tout développées en France aujourd'hui. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de machine learners en France. Il y en a 230 000 dans le monde. Et si on regarde les grands centres de développement, alors il y a Google qui vient de s'installer, à Paris, etc. Mais sinon, tout était concentré essentiellement aux États-Unis. Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Je vous entends pas. Non, je n'ai pas dit qu'IBM vendait les données de ses salariés. J'ai dit qu'ils se sont transformés en société de services parce qu'on ne gagnait plus d'argent à vendre des mainframes. Et que ces transformations-là de société de services, par exemple la Paname, avant de faire faillite, s'était transformée en société financière, avec les cartes de crédit, etc. Donc je dis juste qu'il y a eu une financiarisation et aujourd'hui une dataisation de l'économie et des sources de profit. Pardon ? On serait... Est-ce qu'on serait capable de quantifier ? De quantifier quoi ? La valeur des données personnelles ? Oh là c'est un débat... il y a ce débat économique aux États-Unis. Il y a des gens qui disent on n'a qu'à vendre ces données. Au moins pour quelques centimes ou quelques euros, etc. Et le débat éthique là-dessus, c'est de dire surtout pas. Alors, c'est à peu près le même argument éthique sans rentrer dedans que pour la marchandisation des organes humains. Voilà, c'est à peu près le même débat. C'est-à-dire, si on autorise la marchandisation, de pouvoir vendre son rein, etc., sur un marché des organes, on a un problème. Il ne faut pas autoriser la vente des données. Donc voilà, mais ce débat est en cours. Hein. Vous nous avez dit que c'était la prospective, c'est en train de s'équiper. Mais juste pour donner un tout petit point, parce que j'ai pas cité, je trouve ça intéressant. Il y a une des personnes, une philosophe américaine qui réfléchit sur l'intelligence artificielle, qui raconte cette histoire très bien, je trouve. Elle dit quand j'étais jeune, on a envahi le bureau du président de l'université parce que c'était le Vietnam, machin, les manifestations, etc. Les policiers sont arrivés et ils nous ont frappés. Le fait qu'ils nous ont frappés, c'était injuste, c'était pas éthique, mais c'était pas unfair, c'était pas inéquitable, parce qu'ils nous ont tous frappés.
Donc le problème de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour revenir au deep learning, c'est qu'il fonctionne par comparaison, par équité. Donc la fairness, ça va être, si on discrimine tout le monde. Mais ils ne savent pas, le logiciel ne sait pas, en fait, on ne sait pas intégrer aujourd'hui ce que c'est qu'un comportement non éthique ou injuste. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps en philosophie, c'est le paradoxe de l'ours ou d'Asimov. Vous avez une mouche sur vous et vous dormez. Vous avez dressé un ours à tuer les mouches. En tuant la mouche sur votre front pendant que vous dormez, il vous tue aussi. Ce sont des choses qui sont très connues dans les types de raisonnement prédictif. Donc on a ce problème aujourd'hui, qui est comment... Et donc c'est pour ça que les usagers, les machine learners disent qu'on a besoin de travailler avec les sciences sociales pour essayer de différencier sur le type de décision qu'on confie aux machines. Bonsoir, Sébastien David, Microsoft. Vous évoquiez un point qui est la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle ou l'intelligence numérique se crée. Comment les DRH peuvent accompagner les employés? Parce qu'en 2 ans, effectivement, tout ce qui est reconnaissance visuelle a augmenté, mais plein d'autres sujets sont apparus. Comment les DRH peuvent prendre en main ça pour toute leur population? Bonsoir. Alors, ma question, elle est aussi, donc, comme monsieur s'est présenté, Marie-Hélène Delpeyroux, de Deloitte. Ma question, c'est au sujet de l'adaptation finalement de l'humain par rapport aux technologies et ce dont on entend parler régulièrement en ce moment, le bien-être au travail. Est-ce que vous pensez, quand on dit que 80% des actifs pensent finalement qu'ils ne seront pas impactés par les technologies, ça veut aussi dire que finalement ils ne s'en rendent pas compte au quotidien, qu'ils sont en train d'évoluer. S'ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils sont peut-être bloqués à un moment pendant que tout le reste avance. Est-ce que ça n'a pas un impact sur les risques psychosociaux? Est-ce que vous en traitez dans vos quotidiens toutes les deux et si oui, comment? Dernière question là-haut. Dernière, madame. Bonsoir. Ça va un peu dans le sens de ce que monsieur et madame viennent de dire. En fait, c'était de savoir justement quels sont, selon vous, les grands métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle d'ici 2025. Et en tant qu'entreprise, pardon, je ne me suis pas présentée, donc Charlène Goissadel d'Automotive, et pour les grandes entreprises, donc comment se préparer en fait à ces changements-là, donc comment préparer en fait nos collègues à ces changements. Voilà. Alors déjà, l'état des lieux, il est quand même rarement fait sur voilà, quel est l'état des compétences numériques de mes salariés. Donc je pense qu'il y a cette phase qui est indispensable. Ensuite, la réponse, c'est formation, formation, formation. Et j'ai parlé de l'impact du numérique sur les RH par l'angle du recrutement, mais sur la formation, ça a quand même ouvert des formidables opportunités en termes de distanciel, de MOOC, etc. Reste ouverte quand même la question de formation sur le temps de travail ou pas, parce que je trouve que cette injonction à être autonome dans son parcours, etc., c'est bien beau. Enfin, il y a un moment, si c'est pour être plus performant et accompagner la transformation de l'entreprise, il faut que ce soit pris sur le temps de travail, mais c'est mon point de vue. Et après, si on descend finement, il y a certains métiers où l'accompagnement, ce sera 1 mois, et d'autres où ça s'apparente à de la reconversion professionnelle, et ces 2 ans et jusqu'où l'entreprise est prête à aller pour le faire. Donc, ce serait ma réponse un peu basique, mais en même temps, il n'y a pas tellement de secret là-dessus. Sur les risques psychosociaux, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je faisais le constat de cette absence de prise de conscience et en même temps, je pense qu'une grande campagne qui nous dirait « attention, 50% des métiers vont disparaître demain et demain c'est vous », ce serait pas génial, là, vu l'état de la France, ça me semble pas une très bonne idée. En revanche, il y a des façons de le faire. Le compte personnel de formation va être ouvert sur une plateforme bientôt.
il est de plus en plus connu, enfin n'empêche qu'il n'y a qu'un tiers des actifs qui l'ont ouvert, donc il y a quand même une urgence à informer de manière intelligente de ces outils. Nous, les actifs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne savent pas où à quelle porte frapper. Le conseil en évolution professionnelle, je ne sais pas si on fait un petit test, qui est-ce qui connaît le CEP ? Ok, ouais, bah voilà, c'est à peu près la statistique. C'est censé être une ressource publique pour nous aider à nous orienter dans ces futurs changements. Il est pas connu, on ne sait pas comment le mobiliser. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'ordre d'une responsabilité partagée, pouvoir public, entreprise, à déjà informer et en parler. Et les entretiens professionnels, alors les gens sont très satisfaits, n'empêche qu'on leur demande, mais vous avez parlé orientation, transformation du métier ? Non. Je vais peut-être juste ajouter quelque chose sur les risques psychosociaux pour compléter. Ce que peuvent faire les entreprises. Alors, Daimler-Benz, par exemple, avant l'intelligence artificielle, avait interdit les mails après 17 heures. Donc, le problème de ces outils, c'est que ce sont des outils qui augmentent la performance individuelle. Et qui ne sont pas régulés de façon collective. C'est comme le mail, ou comme le BlackBerry. Et on sait que depuis 1999, le BlackBerry, on a fait tomber la frontière vie privée, vie professionnelle, on a augmenté les heures de travail et l'absence de coupure, et on a vu apparaître à l'OIT, c'est-à-dire au Bureau international du travail, une nouvelle maladie professionnelle qui était le burn-out des cadres. Parce qu'avant, c'était réservé aux médecins et au Japon, aux infirmières. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est effectivement une prise en compte collective des coûts individuels, pas seulement de l'adaptation, mais aussi de ces autres transformations, qui sont l'absence de coupure et l'augmentation de la productivité individuelle, la quantification individuelle. Quantification de soi, ça peut être une drogue. Aujourd'hui, il y a de l'addiction aux formes de quantification individuelle, que ce soit pour le sport, ou que ce soit pour la performance. Donc il y a une vraie... Je trouve que votre question est très importante, c'est important de le dire ici. Il y a un vrai rôle des DRH ou des entreprises aujourd'hui pour être en amont, avant que les suicides arrivent et avant qu'il y ait des difficultés, ou parce qu'il y a des gens qui vont être exclus de ce genre d'adaptation, pour ne pas laisser les individus seuls face à des formes de régulation qui doivent passer par un collectif. Parce que si on ne vous interdit pas les mails à 17 h et que vous ne les recevez pas, vous allez quand même travailler parce que vos voisins travaillent. Merci. Sur ces derniers mots et sur ces notes, oui, on a un petit peu tardé. Je vous remercie grandement. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir pour la qualité de leur intervention. Un grand merci, Anne-Sophie Isabelle. Et je vous propose de passer tout de suite à notre deuxième table ronde. Et, et j'invite pour cela Bruno Teboul, qui est entrepreneur. Je ne sais plus, voilà, c'était ça. Vous n'êtes plus SQLI, pardon, autant pour moi. Et Olivier Rocher, vous êtes le fondateur de Scalog. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet de la robotisation, qui est la deuxième thématique, à savoir si la robotisation va entraîner la fin de la pénibilité au travail ou bien plutôt un soutien à l'humain. Donc pour entamer la thématique, je vous propose d'abord de nous présenter à travers votre technologie, donc Scalog. Voilà, comment cette technologie, quel a été l'apport par rapport à vos clients et quel impact ça a eu peut-être aussi en termes d'emploi par rapport à vos clients. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc juste d'abord pour me présenter, Olivier Rocher, donc j'ai fondé Scalog il y a 6 ans. On est une société qui est spécialisée dans la robotisation des entrepôts. Alors je vais essayer de vous rendre un peu plus sympathique les robots. Ça a des côtés assez bénéfiques pour l'homme. Donc en fait, le principe est assez simple. Et il y a une vidéo, ça sera encore plus simple à vous présenter. La solution consiste en fait à déployer des robots dans les plateformes logistiques qui sont capables de déplacer des étagères de stockage. Alors ces étagères sont adaptables en fait à plein de types de produits. C'est ce qui fait
le gros intérêt de la solution. On a des applications qui vont aussi bien dans la cosmétique, le textile, la pharmacie. On travaille avec des très gros groupes comme des petites entreprises. Elle a l'avantage de, là je vous fais un peu le discours commercial, mais d'être très flexible, c'est-à-dire qu'on peut évoluer facilement avec, on ajoute des robots, on ajoute des étagères, et tout ça dans l'objectif en fait que l'opérateur, donc l'humain, travaille à poste fixe. On va le voir après, mais on va lui éviter tous les déplacements qu'il pouvait faire auparavant. Donc les machines, elles, pour le coup, évoluent dans un environnement fermé. On pourrait presque parler de cobotique parce que l'opérateur échange avec la machine, mais va être focalisé sur un poste de travail où on va du coup pouvoir agencer son poste, apporter de l'ergonomie. Donc là, vous voyez l'opératrice qui est guidée dans ses opérations. Et de l'autre côté, les machines qui font le déplacement des armoires, du stockage vers ces points de préparation. Tout ça, voilà, il y a une grosse partie software dans notre système qui va permettre de piloter les emplacements, les stocks, les commandes, etc. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui chez Scalog. Pour répondre à la question, donc les bénéfices apportés pour l'opérateur, dans un premier temps, c'est qu'on va lui éviter tous les déplacements qu'il faisait. Donc on va plus chercher à supprimer tout ce qui n'avait pas de valeur ajoutée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un opérateur, quand il travaille en manuel, fait en moyenne 15 km par jour à marcher, à se déplacer dans des allées, à chercher les produits. Donc tout ça n'a pas de valeur ajoutée pour lui. C'est un métier qui est dur, qui est fatigant. Et donc c'est là où nous on va essayer de mettre de la technologie, mettre la machine, non pas pour supprimer la personne, mais supprimer ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour lui ou pour elle, et recentrer cette personne donc sur un poste où on va pouvoir travailler l'ergonomie, l'organisation de son travail, parce que c'est possible quand vous êtes dans un environnement de travail qui fait quelques mètres carrés. Quand vous êtes sur des milliers de mètres carrés d'entrepôt, c'est pas possible. Donc ça, c'est bénéfice, je dirais, pour l'opérateur. Pour les clients, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est clair que c'est un gain économique pour eux. Avant tout, ils vont chercher un retour sur investissement en investissant dans ce type de technologie. Néanmoins, on n'observe pas de destruction d'emplois, parce qu'il y a toujours une volonté de requalifier ou replacer ces personnes sur d'autres tâches, comme de la qualité, comme des choses qu'on n'avait pas forcément besoin avant, mais du fait de la croissance du e-commerce qui explose et qui nécessite de préparer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement des commandes avec un degré de précision beaucoup plus fort. Et ben c'est des métiers nouveaux qui existent. Donc il y a plus, je dirais, une transformation des métiers d'avant vers d'autres métiers à plus forte valeur ajoutée. D'accord. Donc on peut voir avec votre solution, en tout cas un bel exemple de la robotisation plutôt au service de l'humain pour faciliter ses tâches sans pour autant avoir un impact pour l'emploi. Je me retourne vers vous. Donc la magie, l'alliance technologie-humain a permis de faire une petite correction sur la slide. Mais en tout cas, vous avez un avis plutôt opposé par rapport, plutôt plus dur, on va dire, par rapport au rôle du robot et son impact sur le travail. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Bruno Tauboul. J'ai quitté cette société SQLI cet été, mais je suis toujours chercheur associé à l'Université de technologie de Compiègne, au laboratoire Costec, avec qui je travaille, enfin, entre autres avec des gens comme Bernard Stiegler, Yann Moulier-Boutan, qui sont des spécialistes de la philosophie d'économie numérique. Moi, ça fait 25 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé dans le digital. Pour un certain nombre d'entre vous, je serai un papy du web, et pour d'autres, peut-être un expert, je ne sais pas. En tout cas, je travaille sur ces sujets depuis pas mal d'années. Je voudrais faire une petite parenthèse. J'ai un parcours donc à la fois académique et un parcours évidemment professionnel. Et ce qui me donne finalement l'occasion d'avoir une vision
parfois qui pourrait paraître schizophrénique, parce que quand vous travaillez pour des sociétés pour lesquelles vous devez promouvoir évidemment les bienfaits de l'IA, etc. Et en même temps, quand vous travaillez avec des gens comme, vous irez voir un petit peu les critiques qui sont faites sur l'automatisation, des gens comme Bernard Stiegler ou Yann Moulier-Bouton, c'est un petit peu, on va dire, le grand écart permanent. Mais c'est une position qui est la mienne, je l'assume, et je pense que les entreprises qui m'emploient le font aussi pour ça. Donc, je ne suis pas lanceur d'alerte, je ne suis pas pessimiste, Isabelle, je suis critique au sens de la philosophie, puisque je suis de formation plutôt philosophe, j'ai fait des sciences cognitives, voilà, et j'ai évolué dans l'univers de l'économie depuis maintenant 25 ans, l'économie numérique. Alors, pour revenir à la question, est-ce que effectivement l'exemple qui nous est montré peut représenter, symboliser l'impact sur l'emploi, entre autres? Non, ça n'est évidemment pas suffisant. C'est une très belle entreprise. Ça, moi, j'en suis au contraire ravi et flatté. Cocorico, puisque c'est une entreprise française qui concurrence directement une société rachetée par Amazon, puisque c'est ça, hein, voilà, le marché aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bien. Néanmoins, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, la vague que nous sommes en train de traverser d'automatisation généralisée, elle va avoir un impact certain sur le marché du travail en volume d'emploi. Donc, tout à l'heure, j'ai bien aimé vos interventions, sans flagornerie aucune, donc les personnes précédentes tout à l'heure, qui justement ont vraiment pointé du doigt, à mon avis, ce qui va advenir. D'abord, aujourd'hui, on assiste à une évolution du capitalisme, c'est aussi fondamental. Vous parliez des conjonctions de plusieurs facteurs comme la mondialisation, comme effectivement la numérisation du monde, mais pas seulement. On assiste aussi finalement, alors bon, là aussi on est très critique, mais volontairement on voit que, et vous le disiez, qu'il y a très peu de création d'emplois en volume, hein, en stock et en volume en CDI, qui a malheureusement ou pas, bon, mais vous le disiez, c'est tout le paradoxe, de plus en plus de freelance et de jobs d'indépendants qui sont créés. Donc tout ça cumulé plus le micro-tasking, c'est-à-dire les gens qui sur des plateformes aujourd'hui vont pallier aux insuffisances des soi-disant dites intelligence artificielle, tout ça cumulé fait que le marché du travail est en pleine mutation. Donc oui, on va de toute façon assister malheureusement à une raréfaction de certains emplois, parce que tout ce qui, pour résumer, tout ce qui va être codifiable, c'est-à-dire qui peut se résumer finalement à une fonction, à une équation qu'on peut ensuite modéliser, implémenter dans un langage, donc un algorithme, tout ça, tous ces jobs-là qui peuvent être donc codifiés informatiquement vont être remplacés par des machines, par des programmes. Ça, c'est inévitable. Moi, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, pendant des années pour aider les entreprises à se moderniser, à se transformer. Je peux le dire parce que maintenant, il y a prescription. J'ai travaillé, j'étais patron du digital chez Carrefour. J'ai mis en place des logiques de type self-scanning, etc. Pas la mort dans l'âme, hein, ça faisait partie de l'évolution. Face à Amazon Go, etc., faut réagir, évidemment. Mais pour autant, on ne peut pas dire que ça a été créateur d'emplois. Donc, ça ne sert à rien de se mentir. En volume, c'est pour ça que j'ai bien aimé... lorsque vous citiez, est-ce que c'est aujourd'hui une révolution de type schumpeterienne, cette quatrième révolution industrielle? Eh bien non, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'au contraire, on n'est vraiment pas dans une révolution de type schumpeterienne, et encore moins dans une révolution de type portée par des gens comme Alfred Sauvy, enfin je vous renvoie des choses peut-être un peu théoriques, mais qui ont finalement forgé la théorie économique contemporaine pendant des décennies. Hein, effectivement, Schumpeter, destruction créatrice, ça signifie qu'en volume d'emploi, on va réussir à transférer des emplois qui étaient des emplois dans le secteur tertiaire vers un secteur, comme le dirait Michel de Bonneuil, le quaternaire, c'est-à-dire l'informatisation, l'informatique, les NBIC, etc. On n'en est pas là du tout. Malheureusement, la réalité des chiffres, elle est toute différente. Je vous l'ai dit en aparté tout à l'heure, les jobs à Wall Street, moi je ne vous parle pas de jobs de caissier que j'ai pu connaître ou d'employés libre-service. Là, hein. Je vous parle de jobs très qualifiés, des gens qui ont des formations quand même d'excellence. Malheureusement, en 10 ans, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais le volume d'emploi a été divisé par 2. On en est là. Donc, du fait de l'automatisation au sens large du terme. Robotic Process Automation, trading haute fréquence, tout ça, c'est une vraie réalité. Hein. C'est pas des choses, c'est pas de la prospective. On en est là aujourd'hui. Donc, on va assister à une réduction en volume d'emploi, ce qui invalide la théorie de Schumpeter, parce qu'il n'y aura pas de transfert, si vous voulez, en volume d'emplois détruits vers des emplois nouvellement créés. Ça, on n'y est pas du tout. Vous parliez de 230 000 machine learners dans le monde. Moi, je parle en volume de data scientists en France. On en est à peine à 2000. Sans prétention, je suis assez bien placé pour le savoir. J'ai créé en 2014 la chaire data scientist à l'école polytechnique avec mes confrères de Thalès et d'Orange.
Nous-mêmes, on en a recruté quelques centaines, on en est là, donc c'est extrêmement faible. Les jobs qu'on crée aujourd'hui sont des jobs de plus en plus qualifiés, de plus en plus diplômés, pour la plupart d'entre eux. En tout cas, c'est la course à l'échalote. Vous parliez de Google et des recrutements qui sont faits pour une filiale que je connais bien qui s'appelle DeepMind. Allez voir les critères de recrutement de DeepMind. Je vous souhaite d'y correspondre. Essayez de candidater et puis vous m'appellerez, vous verrez si vous répondent. Je pense que non, c'est juste surréaliste. Aujourd'hui, c'est véritablement une course vers ce que j'appelle, moi, une nouvelle forme d'élitariat, c'est-à-dire qu'on va assister, certes, à une polarisation de l'emploi qui est déjà en cours, mais en plus de ça, on voit que les seuls jobs qui se créent, alors j'y reviendrai après, sauf dans les métiers du care et de ce qu'on pourrait appeler la créativité, ce sont des jobs très diplômés, ce sont des jobs de neuroscientistes, ce sont des jobs de data scientists, de computer scientists, de développeurs de type sur des technologies de type blockchain. Donc ce sont des gens qui ont des formations effectivement universitaires ou académiques longues et complexes. Donc on ne crée pas d'emplois, et vous aviez raison de le rappeler, sur le ventre mou. Hein, on est vraiment malheureusement sur soit des emplois hyper qualifiés, hyper diplômés, qui ne remplacent pas en nombre le volume d'emplois détruits malheureusement, soit sur des emplois, c'est tout le paradoxe, hein, de la machine et de l'humain, hein, je vais l'expliquer, Moravec l'explique très bien, ou Pinker. Quand effectivement on regarde ce qui se produit sur les emplois peu qualifiés, on arrive à comprendre facilement qu'on ne va pas remplacer un jardinier. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, effectivement, les robots, la robotique industrielle ou la robotique humanoïde, pour l'instant, se heurtent à ce fameux paradoxe dit de Moravec ou celui de Pinker, qui explique qu'en fait, on peut effectivement automatiser des fonctions complexes de type cognitif, mais on est incapable aujourd'hui de permettre à une machine de tenir un crayon dans une main, de planter effectivement dans le sol un objet, etc. Donc on en est là. Donc oui, je pense que c'est le début, à mon avis, d'une vraie mutation du marché du travail. Voilà. Donc, une vraie mutation avec, on sent une tendance vers des métiers hyper spécialisés, très spécialisés. Pour l'instant. Avec aussi, donc, ça rejoint un peu le discours sur la précédente table ronde avec une sorte de fracture sociale où on va voir donc des personnes très diplômées d'un côté et puis on va dire la masse de la population en dessous et donc ça amène à la question donc quelle place en fait de l'homme dans le travail. Est-ce que du coup on peut imaginer que dans le futur il y aura peut-être 10% de la population qui travaillera et le reste qui sera société de plaisir ou de consommation, je ne sais pas. Est-ce que vous, donc, par rapport peut-être aussi, comme vous êtes implanté internationalement, vous avez peut-être différentes tendances à nous partager par rapport à ces évolutions? Est-ce que vous sentez avec vos clients cette tendance vers des métiers hyper spécialisés bon. Oui, alors moi je vais rester surtout sur le secteur que je connais, le secteur de la logistique, qui est un secteur qui est en très forte croissance, qui évolue. L'entrepôt qu'on pouvait avoir il y a quelques années, il n'est plus du tout celui d'aujourd'hui. Et demain, je pense qu'il sera encore plus différent, parce qu'avant, on livrait des magasins une fois, 2 fois par semaine. Maintenant, c'est tous les jours. Il faut être capable de livrer un client le lendemain. Bon, tout ça, c'est l'effet de la mondialisation. C'est le développement qui nous pousse aussi, nous consommateurs, à consommer de plus en plus régulièrement. Et ça a un impact très très fort sur les entrepôts. Et moi, je le vois au travers de certains clients, rester sur du 100% manuel, c'est plus possible. Alors évidemment, être 100% manuel, il y aurait plus de personnes dans l'entrepôt. Néanmoins, c'est plus possible, humainement parlant, parce qu'on peut plus demander à ces opérateurs de courir dans l'entrepôt pour préparer plus de commandes. C'est physiquement aussi pas possible parce que vous avez des allées de circulation qui permettent pas d'avoir autant de personnes, si vous voulez, pour faire des tâches finalement qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc là, très récemment, vous avez Amazon qui a créé un nouvel entrepôt où ils ont mis 4000 robots. Mais c'est pas un entrepôt où il y a que des robots. Il y a aussi énormément d'opérateurs. Ils créent des emplois aussi au travers de cette nouvelle plateforme. Et c'est pour répondre aussi à un besoin qui n'existait pas hier. C'est ce phénomène de flux qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, auquel ils cherchent à répondre à ce besoin du consommateur. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'entrepôt est 100% manuel. N'est plus viable et donc nécessite effectivement
de faire appel à des technologies de robotisation. Après, évidemment, il faut le faire de manière, trouver la place de l'homme et de la machine, et pas chercher à avoir des entrepôts 100% robotisés. Moi, j'y crois pas, parce qu'il faut apporter de l'intelligence. Alors effectivement, on apporte de l'intelligence dans la robotique, mais à ma connaissance et sur ce qu'on fait et ce que je vois, l'humain a toujours une capacité d'adaptation très très élevée, beaucoup plus forte que la robotique. Alors effectivement, on va parler d'IA, de tout ça, mais c'est des choses qu'on maîtrise pas complètement. Et en logistique, on a besoin d'avoir cette capacité d'adaptation très forte. Et en tous les cas, nous, dans ce qu'on vend, on cherche avant tout à apporter un produit qui va être utilisé par des personnes humaines, plus qu'une solution complètement autonome qui va tout faire d'elle-même. Donc voilà, nous, ce qu'on observe clairement, en tous les cas dans le métier de la logistique, c'est cette évolution très forte. C'est cette croissance qui nécessite à des entreprises, pour rester compétitives aussi sur leur marché, d'investir dans tes technologies qui vont leur permettre de répondre à des besoins consommateurs nouveaux. Alors, donc on peut voir en fait donc là le robot va vraiment être en binôme avec l'être humain, qui va pouvoir aussi se différencier. Donc ça touche un peu aussi les questions du soft skill, où on va pouvoir aussi le point important qu'on va chercher peut-être un travail demain, ça va être plutôt ses capacités d'adaptation, des capacités de créativité, voilà des éléments que les robots n'ont pas encore, n'ont pas encore, sait-on jamais. Peut-être que s'ils arrivent à prendre des décisions, ils vont peut-être aussi pouvoir créer aussi à notre place. Pour vous, quel est votre point de vue par rapport à ce sujet ? Alors justement, je pense que c'est une belle illustration du paradoxe de Moravec, et en même temps, c'est aussi la démonstration que la robotisation va engendrer plutôt un accroissement des recrutements à faible valeur ajoutée aussi, ou peu qualifiés. Et quand vous prenez l'exemple, bon là c'est dans le domaine de la logistique, mais on pourrait le transposer à l'automatif, la partie industrielle au sens automobile. Si vous regardez les dernières usines, que ce soit celle de Tesla ou même dans une toute autre industrie, allez voir ce que fait Adidas. C'est à la fois remarquable et flippant, parce que vous me direz combien vous pouvez compter sur le shop floor d'humains. Bon, il y en a très peu, on ne va pas se leurrer. Il faut arrêter de se raconter des carabistouilles à un moment donné. Bien sûr que sur ces métiers, comme vous avez besoin d'avoir des gens qui aujourd'hui ont besoin de faire de la manutention assez habile, assez fine et rapide, pour l'instant, le robot, même de Boston Dynamics, ne sait pas répondre. Mais regardez les évolutions qui sont faites. Donc, c'est de la robotique humanoïde, même si c'est très marketing. Moi, je pense que dans 10 ans, si ça continue, les robots de Boston Dynamics remplaceront littéralement effectivement les employés de libre-service. Encore une fois, j'ai travaillé chez Carrefour, donc je ne suis pas complètement ignorant du sujet. J'ai vu comment fonctionnait un entrepôt, une plateforme, avant la numérisation. On n'y est pas, mais à horizon 10 ans, nul ne peut dire ici si effectivement demain, ils auront toujours 700 salariés versus 4000 robots. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion ? 4000 robots, à une époque, ils faisaient des déclarations déjà tonitruantes. Amazon, il parlait de 25 000 robots sur un certain nombre de leurs entrepôts. On en est à plus de 100 000, on en a discuté tout à l'heure. Quel emploi ça a créé ? Il faudra leur demander. À part des mecs qui ont des PhD ou des femmes qui ont des PhD, je ne vois pas beaucoup, honnêtement, d'emplois. Peut-être, pour l'instant, des emplois très peu qualifiés de manutentionnaires, en effet. Mais ça, on n'y est pas. C'est encore la limite, effectivement, pour l'instant, infranchissable par l'IA et la robotique humanoïde. Mais dans 10 ans, je vous le redis, il faut vraiment surveiller les développements de Boston Dynamics sur ces sujets-là. C'est assez impressionnant. Il faut voir les dernières avancées sur la partie effectivement manutentionnaire. C'est très, très bluffant. Les robots en question sont capables de déplacer des cartons, ils les font tomber, ils les reprennent, ils les redéposent. Enfin, c'est assez hallucinant. Alors, on n'y est pas, bien sûr. On a peut-être encore 5 à 10 ans à patienter, mais il faut anticiper tout ça. Voilà, donc c'est une illustration parmi tant d'autres. Je pense qu'elle est, elle aussi, à mon avis, menacée. Et ce n'est pas pour vous inquiéter, ce n'est pas une dystopie, madame, ce n'est pas une volonté d'inquiéter les gens. C'est juste une volonté de vous faire prendre conscience que la technologie évolue beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imagine et qu'on le pense. Voilà, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui est en train de se produire. Voilà. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est sûr que la technologie évolue très vite. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les entrepôts va fortement évoluer. Je pense que la vraie question, c'est comment on accompagne ça, comment on accompagne cette transformation.
sans la subir. Et moi, je pense que justement, c'est alors on a des capacités maintenant d'adaptation. On voit de plus en plus les gens changent d'entreprise, sont capables de s'adapter à des nouveaux métiers. Je pense que c'est par le biais de la formation, par le biais de l'accompagnement vers ces nouveaux métiers qu'on va pouvoir appréhender la technologie et répondre à cette évolution. Oui, mais j'aimerais vous répondre à ce moment-là de manière un peu triviale, mais malheureusement, pour les avoir côtoyés au quotidien, vous n'allez pas pouvoir faire d'une caissière, c'est pas péjoratif, ou d'un employé libre-service, demain un data scientist ou un développeur blockchain. Et aujourd'hui, les seuls, malheureusement, domaines sur lesquels qui sont concernés par des recrutements véritablement, ce sont encore une fois des jobs très qualifiés, à l'opposé, très qualifiés, très diplômés, ou des jobs effectivement très peu qualifiés, on n'en a pas parlé, mais dans le domaine du care, on est en train d'avancer sur la médecine avec les 5P, prédictifs, prouvés, etc. Et on a besoin, et on se rend compte qu'on a besoin de plus en plus de personnel soignant, bien humain, heureusement pour nous, mais en même temps, ce sont des jobs peu qualifiés. Ce sont effectivement des assistantes, des assistants qui vont accompagner des patients dans des thérapies complexes, longues, douloureuses. Vous voyez, c'est ce à quoi je fais allusion, dans le domaine de l'oncologie notamment. Donc oui, on va créer des emplois, bien évidemment, mais encore une fois, malheureusement, cette polarisation, elle n'est pas prête de s'arrêter. La polarisation du marché du travail d'une part, et sur les recrutements, elle s'opère aussi. C'est-à-dire que des deux côtés, si vous voulez, de la balance, du balancier, on a création d'emplois, c'est vrai, mais pas suffisamment en nombre pour compenser les emplois détruits. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Même dans les métiers du care, même dans les métiers de la création, en volume, on n'y est pas. Sur les métiers du care, on prévoit 200 000, je crois, ou 250 000 créations d'emplois en environ 5 ans, à horizon 5 ans, ce qui est extrêmement faible, pour un volume qui peut être compris, selon les chiffres et les tendances, entre 6 et 10 millions aujourd'hui, malheureusement, on va dire, de personnes qui seraient au chômage. Combien serons-nous au chômage, entre guillemets, demain ou dans 10 ans? Je ne sais pas vous le prévoir, mais enfin, les tendances ne sont pas très très bonnes. Donc il faut avoir conscience de tout ça. Et la formation, c'est le point que je veux souligner. Pourtant, je défends évidemment ça d'arrache-pied. Ça ne va pas suffire, malheureusement. Ça n'est pas suffisant. La formation ne suffira pas pour pouvoir combler les gaps entre les gens qui seront employés, employables, et les gens qui seront en poste. Il va falloir repenser la division du travail. Il va falloir repenser le partage du temps de travail. Il va falloir repenser l'allocation des revenus, l'allocation chômage. Il va falloir repenser la fiscalité. Il va falloir repenser beaucoup de choses. Il va falloir qu'on ait des gouvernants et des gouvernements courageux pour prendre des décisions, populaires ou impopulaires, peu importe, mais pour transformer profondément cette société, comme on a pu la vivre le siècle dernier, etc. Enfin, on revient quand même de loin. L'Europe a vécu quand même des transformations extrêmement brutales. On ne va pas parler de l'origine du salariat qui est puisé dans l'esclavage finalement ou réciproquement. Enfin, on a quand même vécu des choses absolument abominables en Europe. Donc moi, ce que je pressens, c'est que si on ne change rien, entre la crise écologique aggravée et un chômage technologique avancé, on va se préserver malheureusement des années plutôt sombres. Voilà. Donc on a vraiment tout intérêt, si on veut éviter les populismes et les discours justement obscurantistes et technophobes, etc., à réagir très vite et à prendre des décisions sans avoir de discours de façade technophile BA en disant bah oui, nous on ne va pas détruire d'emplois, on va créer des... Non, arrêtons. La technologie aujourd'hui et l'intelligence artificielle touchent effectivement les fonctions cognitives. Je vous le disais en aparté, on ne remplace plus la force, l'épreuve motrice, ou alors moteur au sens du cerveau cette fois, mais on va remplacer des fonctions cognitives. Donc on touche au plus grand nombre aujourd'hui des tâches et des fonctions. Lorsqu'on compare les études, je n'ai pas le temps de détailler, mais Osborne, Frey et OCDE, on se trompe de comparaison parce que les méthodologies utilisées n'ont rien à voir. L'OCDE, on va comparer des tâches, alors que Osborne et Frey comparent des métiers. Donc arrêtons de dire aussi que c'est comparable et que celle de l'OCDE est évidemment plus intéressante, plus favorable. Oui, elle arrange effectivement un certain nombre de personnes, mais elles n'ont rien à voir dans la méthode et dans l'analyse des résultats. Je vous renvoie à une autre étude, 2017 je crois, l'année, cabinet Nesta. L'étude s'appelle Creativity versus Robots. C'est extraordinaire, c'est vraiment à lire. Vous allez voir effectivement ce que ce cabinet indépendant pressent. Seuls les métiers à très forte créativité, soft skills ou pas d'ailleurs, mais à très forte créativité, vont tirer leur épingle du jeu.
Vous disiez que les radiologues, moi j'ai toute une famille de médecins autour de moi, sont menacés. Bien évidemment, ils le sont déjà. Un dermato, aujourd'hui, en matière de diag, il est complètement à la ramasse par rapport à ce qui se fait en termes d'application. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on est capable de détecter aujourd'hui, grâce à des applis mobiles, si vous avez effectivement un mélanome ou pas. On en est là. Et un dermato de base, il ne sait pas le faire aujourd'hui, d'où les tests, etc. et les examens sempiternels auxquels il vous renvoie. Donc oui, il y a un vrai risque. Oui, il faut ne pas l'ignorer. Il n'y a pas à ternir ou noircir un tableau. Il y a à en prendre conscience et à mettre en place les mesures, j'espère, correctives, correctrices et l'évolution des lois pour y parvenir et pour arriver à une société que je souhaite plutôt numérique, équitable, inclusive, contributive, etc. On revient avec notre point sur la régulation. Désolé. Je vais juste me retourner vers vous. Je vous entendais réagir un petit peu par rapport à ces interventions. Est-ce que vous aviez des éléments que vous souhaitiez partager? C'est un moyen en fait de lancer ensuite les discussions avec la salle. Oui, on est pile, en fait, c'est très intéressant tous ces échanges, et puis on en parlait aussi, on est très content d'être là. On est pile dans des formes de posture ou de positionnement ou de raisonnement aussi vis-à-vis du futur. C'est-à-dire que, moi, je suis à la fois d'accord avec ce que dit Bruno Teboul et en radical désaccord sur un certain nombre de raisonnements causaux. Donc, le problème du rapport OCDE et du problème, si on prend le rapport McKinsey aussi, qui lui était positif, en disant on va gagner des emplois. Rapport McKinsey 2017 et 2019. Ça s'appelle Job Lost, voilà. C'est qu'on ne peut pas raisonner à données constantes. Donc, à Harvard, j'avais travaillé avec quelqu'un qui travaillait sur l'histoire de l'imprimerie, des historiens, j'étais dans le département d'histoire, et sur donc toutes les révolutions. Les scribes ont mis 100 ans à disparaître après l'apparition de l'imprimerie. Les radiologues ne mettront peut-être pas 100 ans, ils mettront peut-être une génération. Mais ce qu'on sait, c'est que quand les scribes ont disparu, l'écriture n'a pas disparu, il y a eu d'autres métiers qui ont été créés, etc. Donc on fait des paris, en fait, comme les Malthusiens, comme l'effondrement, comme le catastrophique. On fait des paris. Donc, au lieu de faire des paris et de dire il faut qu'on réfléchisse, moi, la posture qu'on a adoptée avec plusieurs sociologues de mon côté, c'est de dire il y a des mondes sociaux qui, aujourd'hui, inventent de l'économie collaborative et des façons de faire, qui inventent le monde de demain. C'est pour ça que moi j'ai fait ces enquêtes sur les Fab Labs, les makers. On a des makers, on a des hackers, on a des philosophes, on a des machine learners. Il y a des gens qui sont en train de construire les métiers de demain, qui n'existent pas encore. Mais aussi l'économie circulaire, aussi une économie hors économie, post-capitaliste, etc. Donc si on raisonne à système constant, alors qu'on est dans des variables, dans une crise systémique, les historiens réfléchissent sur l'histoire du capitalisme aujourd'hui. On en est où, la période 1860-1960. Donc on a besoin d'une imagination, d'une méta-imagination. C'est-à-dire si on réfléchit dans le monde à données constantes, on ne peut qu'être coincé, moi je le redis, entre utopie et dystopie. On est obligé de recadrer, de décadrer. C'est pas ce que je dis, moi. Moi je ne vous parle pas du présent. Oui, mais si on parle du futur, on ne peut pas le faire. Alors, j'aime bien Kozelek, qui est cet historien des concepts, qui a écrit sur le futur passé. Il a ces deux notions qui s'appellent l'horizon des possibles et l'espace de l'expérience. Il dit quand on fait de l'histoire de la prospective, de comment on a imaginé le futur, quand on est historien des utopies du passé, on s'aperçoit que les gens imaginent toujours le futur à partir de leur espace d'expérience. C'est Jean-Pierre Dupuy, le catastrophisme éclairé. On ne sait pas. Je l'ai eu comme prof. Voilà, moi aussi. Et l'horizon des possibles est forcément limité. Et il dit surtout ce qui se passe, c'est qu'on l'imagine toujours au singulier, le futur. Quand on l'imagine, voilà. Et en fait, il y a des futurs possibles qui sont en tension, en compétition et en rapport de force. Donc la sociologue que je suis dit, allons voir qui est en train de se battre. Quels sont les rapports de force et les acteurs en rapport de force. Oui. Voilà. Ça, je suis d'accord. Plusieurs questions.
Bonsoir. Je suis assez surprise en fait qu'on ne parle pas plus de... Enfin, pour moi, c'est une vraie opportunité en fait que les technologies elles remplacent ces jobs de manutentionnaires dans des entrepôts ou de caissières, parce qu'en fait, ça permet à des gens de faire autre chose. Alors, je suis d'accord, ça s'accompagne, c'est des gens qui sont peu qualifiés, mais pour moi, c'est une vraie opportunité de permettre à des gens peut-être de faire des métiers effectivement plus dans le care, auprès de gens, des métiers qui sont humains en fait et qui ne sont pas un métier de machine. Et je suis surprise que ça émerge pas et qu'au bout de 2 tables rondes, en fait, on n'en ait pas parlé. Donc je ne sais pas quel est votre point de vue. Pour moi, c'est une vraie opportunité, la disparition de ces boulots. Alors, je peux en dire un mot. Oui, mais malheureusement, j'ai dû répondre parce que quantitativement, aujourd'hui, il n'y a pas de déversement possible de ces emplois qui vont être vraisemblablement détruits vers des emplois du care ou dans d'autres domaines. Oui, mais aujourd'hui, on vit dans une économie dans le temps présent. Donc, moi, je veux bien faire du Laurent Alexandre à plus 50 ans. Je ne sais pas où on sera dans 50 ans. Moi, je ne sais pas faire. Je ne suis pas prospectiviste. Donc, aujourd'hui, malheureusement, à données constantes et avec analyse des données actuelles, on ne peut pas imaginer que tous les employés libre-service et les caissières vont demain trouver des boulots plus créatifs ou dans le domaine du care, puisque les volumes de jobs qui sont ouverts aujourd'hui au recrutement sont quantifiés, ça existe, c'est des données économiques, et je vous les donner, les chiffres, c'est je crois 250 000, c'est à vérifier, c'est-à-dire pas grand-chose. Bien sûr que j'appellerai de mes voeux que tout à chacun puisse évoluer, se transformer et s'adapter. Alors là, vous ouvrez une autre question qui est fondamentale, on en reparlera, qui fait référence à plein de choses, autour du revenu universel, l'allocation de reconversion. Bon, je ne sais pas si on en parlera, mais oui, c'est très intéressant. Je ne suis pas un expert non plus des chiffres dans ce domaine, mais nous, on voit dans le métier de la logistique, énormément de nouveaux métiers qui se créent, qui sont pas non plus, qui nécessitent pas une formation en bac+5, bac+7, mais il y a néanmoins beaucoup de métiers qui se créent. Et à côté de ça, on voit aussi notre difficulté de recruter des ingénieurs, la difficulté de recruter des informaticiens. Elle est là. Donc, je pense que ça fait depuis des années que les métiers évoluent, se transforment. Là, le phénomène, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Donc, effectivement, en l'espace de quelques années, on va se retrouver avec des métiers qui n'existeront plus ou qui seront supprimés, transformés. Pour le coup, des métiers qui seront nécessaires, nouveaux, et sur lesquels on va avoir besoin de former et de monter en compétence ces personnes. Après, on a des nouvelles générations aussi qui ont une capacité d'adaptation beaucoup plus forte, je pense, qui sont capables d'évoluer plus facilement, qui passent d'une entreprise à une autre. Donc je pense que voilà, c'est une évolution et c'est via la formation qu'on va pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Ouais, je voulais juste nuancer votre propos que je partage quand je regarde le secteur notamment de la grande distribution, par le fait que le taux d'emploi n'a jamais été aussi fort en France et que le niveau de qualification ne cesse d'augmenter. Donc on a quand même des tendances fortes positives. Après, quand on descend effectivement au niveau micro, ou qu'on parle avec les grands de la grande distribution, ils ne savent pas quoi faire des caissières, quoi. Enfin, alors il y a des super belles transformations parce qu'ils se sont rendus compte parfois que les caissières pouvaient être de très bonnes commerciales, et donc en les mettant en magasin, qu'elles avaient développé des compétences, une résilience, parce qu'il faut quand même se farcir les clients extraordinaires. Donc, je pense qu'on n'a quand même pas fini de creuser ce côté transfert de compétences entre secteurs d'activité au sein d'un même secteur, qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de comment on rémunère ces emplois peu qualifiés, parce que quand même on confie ce qu'on a de plus précieux à des gens qu'on refuse de payer, hein. Nos enfants, les clés de notre maison, c'est juste dingue, et nos vieux aussi. Enfin, sans parler des enseignants-chercheurs et voilà. Non mais voilà. Donc ça, c'est quand même un choix universitaires en France, c'est les plus bas de salaire d'Europe. J'en côtoie assidûment. Et donc, oui, c'est aussi un choix collectif qui est très, très étrange et qu'il faut se reposer.
Je suis bien d'accord, mais malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour l'instant. Bonsoir. Je rejoins un petit peu l'avis de la précédente intervention, où je fais un dessin un petit peu grossi, mais je me dis, si la personne qui aujourd'hui est magasinier n'a plus dans le poids de main, mais si paradoxalement on n'a plus besoin de payer un dermato puisqu'il y a une application, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut envisager un autre modèle. Alors moi, j'ai pas les clés pour le faire, et puis j'ai pas la connaissance que vous avez, mais la perspective d'enlever un emploi à quelqu'un qui n'est pas forcément épanoui pour le faire, je me dis, on peut trouver une alternative qui aura des défauts, mais qui peut avoir aussi d'autres qualités, et je préfère voir le verre à moitié plein à ce sujet aussi. Encore une fois, vous soulevez une question qui est fondamentale, mais aujourd'hui, on est tous tenus par, malheureusement, les règles économiques. Donc c'est bien beau de pouvoir effectivement imaginer que tout à chacun soit demain autonome, indépendant. Si vous n'avez pas de rémunération, on va être très très basico-basique. Si vous n'avez pas de contrat en CDI, vous ne pouvez pas emprunter dans une banque, vous pouvez pas avoir malheureusement, vous ne pouvez pas louer d'appartement. Donc je suis d'accord avec cette vision. Encore une fois, j'adorerais pouvoir, et je ferai partie, j'espère, de ceux qui pourront demain participer à la transformation de cette société. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que c'est quand même très compliqué. Donc, parce que vous calquez un modèle actuel à une réalité qu'on imagine. Oui, mais comment voulez-vous qu'on transforme une société comme la société française en quelques années? Regardez dans quel merdier est empêtré Macron. Il essaye de la réformer, cette France. Enfin, voilà, du mieux qu'il peut. Il y a des métiers qui sont en voie de disparaître avec les robots, qui n'existaient pas il y a peut-être 6 générations. Donc au final, c'est... Non, mais ça, c'est autre chose. Pardonnez-moi, mais vous mélangez un peu les sujets. D'accord, ça, je comprends. L'évolution vers d'autres métiers portés par la transformation numérique. OK. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui, aujourd'hui, effectivement, se plaignent de la pénibilité de leur boulot et qui pourraient demain être remplacés par des machines? Moi, je vous repose la question, je vous la renvoie cette question. J'ai travaillé pour la distribution, le retail. Qu'est-ce qu'on fait des employés libre-service? Qu'est-ce qu'on fait des caissières? Elles n'ont pas toutes envie de devenir assistantes maternelles. Et elles n'ont pas toutes ou tous envie de devenir, je ne sais quoi d'ailleurs, j'en sais rien, pâtissier. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui, je sais que peut-être que ça vous échappe, mais qui ont fait un choix de travailler dans la distribution? Tout le monde ne se plaint pas non plus de son job. Sinon, putain, on n'aurait plus aucun collaborateur dans les magasins et ailleurs. Il y a des gens qui aiment faire ce job, qui peut vous paraître à vous effectivement sans intérêt, sans valeur ajoutée. Puis en plus, je trouve ça assez dénigrant pour ces personnes-là qui aujourd'hui arrivent à bouffer grâce à ça, payer un loyer et à survivre. Parce que bon, quand on gagne 1 400 € par mois, c'est plus compliqué. Donc vous imaginez si demain, il n'y avait plus de rémunération minimale, si on cassait ce qui était la barrière protectrice du SMIC, évidemment que tout ça, on y pense économiquement. Qu'est-ce qu'on ferait? Vous voulez l'exemple allemand? Vous voulez vivre l'exemple allemand? Vous voulez que je vous parle de l'Allemagne, de ce point de vue? Ça vous parle? Vous voulez que j'en parle ou pas? C'est dramatique. C'est dramatique ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. C'est absolument dramatique. L'Allemagne connaît le taux de pauvreté le plus élevé d'Europe. C'est monstrueux, c'est plus de 17% de la population. Voilà. Est-ce que vous voulez que demain, et là je pense que Macron l'a bien compris, on transpose ce modèle de société où il n'y a pas évidemment de barrière comme le SMIC. Vous pouvez embaucher à moins de 700 €. Vous pouvez dépecer dans des usines de porc ces bestioles pour moins de 700 €. Et résultat, ça donne quoi? Ça donne effectivement non pas un chômage de masse parce que les gens sont employés, mais à des niveaux de salaire très bas, mais à un taux de pauvreté qui explose. Et face à la pauvreté, on n'a pas 25 remèdes. Soit effectivement on verse un salaire équitable, soit on verse une forme d'allocation, et c'est pour ça même si le débat en France a été très mal mené avec Hamon sur le revenu universel, il y a des formes d'allocation, de reconversion sur lesquelles nous on travaille, qui peuvent être effectivement demain des compléments de revenus pour des gens qui seront exclus du marché du travail. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est vrai, très dystopique, qui s'appelle Le Mur. 90%. De l'autre côté du mur, il y a 90% de la population qui ne travaille pas, 10% qui travaillent. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle de société pour demain? Je ne crois pas. Il vaut mieux que la société soit davantage inclusive. Et pour les gens qui ne pourront pas s'intégrer, il faut prévoir d'autres systèmes de protection. Au XVIIe siècle, Thomas Paine commençait déjà, et d'autres comme, vous allez m'aider, celui qui a écrit l'Utopie, Utopia.
Thomas More, les deux Thomas, on pensait déjà à l'époque à une forme d'allocation finalement de ressources et de revenus qui ressemble de près ou de loin à ce qui pourrait être un revenu universel. Je vous dis ça parce que ces mêmes personnes qui ne pourront pas travailler demain vont connaître des périodes de chômage plus longues. On ne sera pas capable de les indemniser parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'indemniser 10 millions de chômeurs. C'est très compliqué. Donc, si on n'arrive pas à créer de nouvelles formes, effectivement, de rémunération ou d'allocation, on va dans le mur. Donc, je suis d'accord avec vous sur le bien-être au travail, sur la volonté, effectivement, d'avoir un boulot qui fait sens, c'est-à-dire signification et direction. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont être exclus du système? On se pose la question au 17e, on ne se la pose pas en 2019? Ah si, il faut se la poser et vite, vite, quoi. Bonsoir. Donc moi j'ai une double casquette ce soir puisque je suis e-commerçante, donc chef d'entreprise et étudiante à l'ESCP sur un master manager les projets et la transformation. Donc forcément je suis au cœur du sujet. En fait ma question revient un petit peu à parler de tous ces GAFA parce qu'en fait on parle beaucoup de grosses entreprises. Et bon, moi je suis là dans la réalité d'une TPE française, un concept store, donc évidemment pour nous ces sujets sont très loin, même si moi je m'y intéresse à titre personnel. On parle d'Amazon, de tous ces gros GAFA qui en même temps vivent de toutes ces TPE, PME et en même temps les asphyxient aussi d'une certaine manière. Et dernièrement j'entends que nos GAFA chinois, vu qu'ils ne sont pas du tout dans une démocratie, on leur impose... Les BATX. Voilà, les BATX, on leur impose de reverser finalement une partie de leur richesse à toutes les TPE, PME chinoises. Donc ça veut dire que les TPE, PME chinoises vont quelque part bénéficier en fait de cet élan, de tout ça. Donc évidemment, c'est pas du tout démocratique de leur imposer ça, mais je me pose la question, je me dis, est-ce que, bon, évidemment, on n'a pas de GAFA en France, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un jour envisageable ? Qu'il y ait une autorité comme ça aussi qui aille vers un peu plus de sobriété et de partage. Là, je suis vraiment sur des sujets très, très ouverts, mais vu qu'on est un petit peu prospectif, voilà. On va prendre toutes les questions. Je crois qu'il y en avait deux autres. Bonjour, je suis étudiant en master en marketing digital et j'effectue une alternance chez Thales. Et moi, je me posais la question de savoir, et je crois que ça a été abordé juste avant moi, de ce qui se passait vraiment en Chine, en Asie. Parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Il est un peu sournois, on commence à se poser la question maintenant. Mais il y a 30 ans, la Chine, c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'avenir. Et c'est pas vraiment une démocratie, mais il y a des choses qui fonctionnent, donc je m'interroge. C'est bien parce que j'avais la dernière question, je crois, avant. Je recommence. Ouais, je rebondis juste sur deux interventions qui ont eu lieu sur la prédiction, enfin, la projection dans le temps, avec une sensation peut-être que moi je partage quand j'ai eu les sujets, qui était de se dire, mais finalement, on arrive peut-être à un point de rupture. Qu'est-ce qui va se passer après et qu'est-ce qui va se passer grâce à la robotique, grâce à l'intelligence artificielle au sens général, et donc les quatre sous-sujets que vous avez cités précédemment. Et est-ce que et vos réponses et vos réactions en fait à tous, et en particulier vous, Monsieur Bruno Teboul, me laissent dire que peut-être que finalement on va arriver à un point de rupture, à un point, une forme de fracture. Et il y a beaucoup de possibilités de futur, mais finalement, on n'est même pas sûr de pouvoir imaginer le futur qui va nous arriver dessus. Et finalement, on n'a plus qu'à regarder nos films de science-fiction, comme on a pu lire George Orwell 1984. Ça, c'est très intéressant, en revanche. Ouais. On en reparlera, parce que vous verrez que la science-fiction alimente tout, justement, les GAFAMI. Voilà. Juste très rapidement, je vous laisserai conclure. Moi, je pense que c'est inévitable, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que de toute façon, ça va arriver.
La question, c'est quand et comment. On est quand même dans un monde qui est complètement globalisé aujourd'hui, où Amazon est capable de nous livrer. Enfin, ils ont une part de marché énorme sur le marché français. Donc tout ça fait qu'effectivement, comment nous, on va pouvoir répondre à ça, je ne pense pas que ce soit en disant bah, on fait rien. Je pense que c'est en le faisant peut-être de manière différente. Je pense que la technologie a effectivement des mauvais côtés, mais aussi des bons côtés, peut apporter du bien parfois. Maintenant, c'est comment on appréhende la technologie et comment on la met en place dans nos entreprises. Oui, mais il y a beaucoup de choses et c'est des questions quasi fondamentales. Sur la Chine, je vais vous rejoindre. Sur la Chine, c'est vrai que le problème, le sujet est très compliqué. Ils sont passés de l'usine du monde à aujourd'hui finalement le leader incontesté de l'intelligence artificielle en termes de nombre de publications, de développement de projets, de produits, de prototypes, etc. Je ne sais pas où on va. Moi, je ne suis pas futurologue aussi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne voudrais pas qu'on soit assujetti, là c'est peut-être le seul point sur lequel je rejoins Laurent Alexandre, par un duopole américano-sino-américain. Donc oui, vous avez raison de rappeler que tout n'est pas fichu et terminé, sauf que lorsque vous achetez, j'en fais partie, lorsque vous achetez sur Amazon, lorsque vous louez vos films entre guillemets sur Netflix, bah vous nourrissez la fameuse pieuvre, hein. Elle est auto-alimentée. Donc à un moment donné, ça implique que nous soyons autre chose que des consommateurs, enfin des consommateurs, et qu'on soit des citoyens responsables. Donc il faut aussi que tout à chacun se pose la question de l'avenir de nos emplois, de l'économie, justement en nourrissant malheureusement des entreprises qui aujourd'hui ne vont pas être, entre guillemets, le terreau de l'économie de demain. Ce que vous, toutes et tous appelez, c'est-à-dire transformer la société durablement, va passer aussi par des formes d'alternatives au commerce que nous connaissons. Même si l'e-commerce explose, si vous ne voulez pas qu'on explose en vol avec eux, il va falloir que chacun continue à avoir des comportements éthiques et responsables en matière de consommation. Moi-même, je suis victime de tout ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais j'essaie de faire des choix raisonnés, raisonnables au quotidien. Si je peux, en toute sincérité, je vous le dis vraiment, moi j'ai décidé, et ils le savent, on se connaît très très bien, je ne prends pas Uber. Voilà. Ça, c'est décidé depuis des années. J'ai publié un ouvrage en 2015 qui m'a valu un peu de bruit sur l'ubérisation parce que je trouvais ça déjà délirant. On était en 2015 et ce n'était pas du tout médiatisé. Donc aujourd'hui, je boycotte ce genre d'entreprise, je ne prends pas d'Uber. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous voulez détruire de l'emploi, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est régi par la préfecture, c'est antédéluvien, hein, Taxi G7 et compagnie, mais il y a quand même plusieurs milliers d'emplois qui sont à la clé. Et donc si vous voulez préserver l'économie française et l'économie européenne, il faut aussi penser, malheureusement, consommation raisonnée, consommation raisonnable, consommation éthique, et essayer de trouver des alternatives à Amazon, des alternatives à Netflix, alors je sais que ce n'est pas facile, hein, des alternatives à Uber, si vous ne voulez pas alimenter les modèles qu'on appelle classiquement les GAFAMI, les NATU ou les BATX. Je n'ai pas le temps de tous les citer, mais vous les reconnaîtrez avec les différents acronymes. Voilà, si vous achetez déjà des choses sur Alibaba, il ne faut pas vous plaindre que demain, effectivement, c'est ce que dit mon ami Denis Jacquet, votre patron soit chinois. C'est une caricature, je plaisante, je provoque un peu. Voilà, mais on en est presque là. Et vous avez raison de vous alarmer sur ces sujets-là. Il faut construire une Europe démocratique et sociale sur des bases qui soient les bases, effectivement, à la fois économiques et sociales de l'Europe. Ce n'est pas du souverainisme européen, loin de là. Moi, je suis un fédéraliste. Je ne suis pas pour du souverainisme. Je ne revendique aucun nationalisme. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix de société et qu'on arrête de se positionner uniquement en consommateur. Donc oui, le commerce électronique explose, mais enfin on n'est pas obligé d'avoir 800 paires de pompes dans une armoire, façon de parler, ou je ne sais quoi. Voilà. Il faut aussi raisonner et se dire qu'à un moment donné, si on veut préserver l'économie européenne, il va falloir faire des choix drastiques et des choix courageux. Voilà, autour de la consommation et devenir des citoyens responsables et pas des consommateurs uniquement. Alors, voilà, je vous propose mot de la fin pour aussi applaudir nos deux intervenants par rapport à vos échanges. Donc merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, je pense réellement appréciée. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je vous propose de finir nos échanges autour d'un petit verre. Et juste avant, je vous rappelle que notre prochain événement sera le 12 novembre sur les jeux vidéo. Ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Très bonne soirée à vous et merci encore. Merci encore pour les intervenants, pour ces interventions de haute qualité. Grand merci, au revoir.